nationale, une fois n'est pas coutume. Mardi, le gouvernement a présenté un projet de loi immigration à l'Assemblée. Il n'y avait qu'un débat, pas de vote pour le moment. Il interviendra qu'en 2023. Selon Darmanin, c'est un texte équilibré qui mêle fermeté et humanité. Et en réalité, tout le monde a déjà à l'esprit le scandale de l'Ocean Viking qui s'est déroulé il y a quelques semaines. 234 clandestins débarqués en France le 11 novembre après que l'Italie a refusé d'accepter ce bateau. Qu'est-ce que cette question vous évoque, François Asselineau? Parce que, je vais le dire clairement, on vous reproche souvent d'être trop mou sur la question migratoire et de vous réfugier un peu vite derrière la question européenne. Alors aujourd'hui, vous avez la parole. Alors, pour répondre à votre question, on est obligé d'être bref. Mais j'ai fait très récemment une vidéo justement sur les questions d'immigration qui dure 35 minutes. Donc là, pendant 35 minutes, j'explique un petit peu comment je vois les choses. Donc les personnes qui souhaitent le voir font... Permettez-moi de faire cette publicité sur UPR TV pour voir ce que je dis. S'agissant de l'immigration, c'est un sujet, d'abord c'est un sujet extrêmement difficile, parce qu'on parle de misère humaine, parce qu'on parle d'êtres humains, etc. Et donc il est très facile de susciter l'émotion et de basculer dans l'irrationnel et dans l'émotionnel sur ce sujet. C'est un sujet extraordinairement politisé, extrêmement clivant, et donc on est un peu tétanisé. Ça fait maintenant 30 ans, 40 ans, 50 ans pratiquement que ça dure, que l'on ne peut pas parler librement de ce sujet. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a affaire à des discours, c'est comme un millefeuille, vous avez des discours en fonction des publics. Lorsque Darmanin dit ce qu'il vient de dire, c'est qu'il s'adresse à la grande majorité de la population française, puisque il y a un sondage qui est sorti, je crois, qui dit qu'il y a 75 ou 77% de nos concitoyens qui trouvent que le gouvernement ne lutte pas ou ne lutte mal contre l'immigration clandestine, ce qui est un fait. Donc, il donne sa pâtée, si j'ose dire, à ce public, comme on donne la pâtée à un chien. Voilà, il a besoin qu'on lui dise ça, donc je lui dis ça. Mais pour le reste, ça ne change absolument rien aux fondamentaux. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est l'exemple de Ocean Viking, dont on a parlé. Ce navire, on nous a dit, le même Darmanin a dit que c'était à titre très exceptionnel que l'on prenait ce navire. C'est faux, puisque d'une part, les gens sont descendus, et ensuite, les propriétaires et le capitaine sont repartis avec le navire pour aller rechercher de nouveau des clandestins qu'ils vont aller chercher à 10 km des côtes libyennes pour faire cette noria. Ça n'a rien d'exceptionnel, puisque ça fait... auparavant, il y avait le navire Aquarius. Ça fait maintenant plusieurs années, depuis 2016, je crois qu'il y a eu 32 500 personnes qui ont été transférées par les navires Aquarius et Ocean Viking, affrétés par une association qui s'appelle SOS Méditerranée. Et il ne s'agit pas de personnes qui sont en désarroi au milieu de la mer. Pas du tout. Il s'agit de ces navires. On va chercher des migrants qui sont à 10 km des côtes libyennes. Il y a des passeurs qui les amènent à bord, et après, le navire dit qu'il a des gens en grande nécessité qui sont... On nous fait des reportages comme si les gens avaient traversé, c'est comme si c'était le radeau de la Méduse. C'est un système qui est bien huilé. C'est tout à fait huilé. On évoque le droit international. C'est faux, puisque normalement, le droit de la mer devrait imposer de débarquer les réfugiés au premier port. Le premier port, ça doit être Djerba ou Sfax, en Tunisie. Bon, non, pas du tout. On traverse toute la Méditerranée. Donc tout ça est faux. Mais ce qui est faux également, c'est que cette association, donc le gouvernement, au lieu de saisir le navire, le redonne. Mais cette association, par ailleurs, elle est financée par les pouvoirs publics français, par de nombreuses collectivités locales, à commencer par votre amie Anne Hidalgo, la maire de Paris, dont le budget est que tout le monde sait que le budget de la ville de Paris c'est une catastrophe absolue. Eh bien, chaque année, il y a 100 000 € qui sont votés par le Conseil de Paris, notamment à l'initiative de Yann Brossa du Parti communiste, et 100 000 € pour donner de l'argent à cette association SOS Méditerranée. Mais il y a beaucoup d'autres. Hein. Il y a des conseillers généraux, enfin des conseils départementaux, du Finistère, je crois, des Pyrénées-Orientales. Il y a toute une liste que vous verrez d'ailleurs sur ma vidéo. Donc, en réalité, les pouvoirs publics font semblant de s'opposer à cette association, mais en fait, ils la subventionnent par derrière. C'est même encore mieux que ça, puisque SOS Méditerranée a eu le prix du citoyen européen 2016 et a été qualifié de grande cause nationale en 2017 par le gouvernement de Bernard Cazeneuve, Premier ministre.
grande cause nationale SOS Méditerranée. Donc, vous voyez on peut pas dire une chose et son contraire. On peut pas faire semblant de s'attaquer à SOS Méditerranée en tout en par ailleurs la finançant et en lui donnant des gratifications. Je me permets d'ailleurs de souligner à ce propos qu'il s'agit quand même de faire un détournement de la loi. Parce qu'on nous présente ça comme étant la quintessence des droits de l'homme. Non, c'est pas la quintessence des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, c'est une déclaration de 1789 dont l'article 6 dit « La loi est l'expression de la volonté générale ». Or, il y a, je citais un sondage, 77%, il y a une très grande majorité de Français maintenant qui considèrent qu'il y a eu trop d'immigration et qu'il faut maintenant mettre le haut là. Bon. Donc ça, que vous soyez pour ou que vous soyez contre, c'est un fait. Et la grande majorité des Français sont très inquiets. Donc normalement, il y a une loi, et la loi interdit à ces personnes d'entrer en France. Voilà. Il y a d'ailleurs des consulats, s'ils n'ont pas eu de papier, c'est peut-être parce qu'ils les ont pas demandés, ou alors parce qu'ils les ont demandés que ça a été refusé. Donc, avoir des navires qui les amènent quand même en France revient à considérer que la loi ne doit pas s'appliquer, que les services consulaires n'ont pas bien fait leur travail. En fait, ça refuse la loi. Donc, ça refuse la volonté générale. Donc, ce sont des opérations qui sont des opérations anti-républicaines, j'insiste, parce que la République, ça n'est pas permettre à des minorités de contourner la volonté majoritaire. Ou alors, à ce moment-là, c'est l'anarchie. C'est peut-être ce qui est voulu et ce qui est souhaité. Donc ça, c'est le premier exemple de ce que on a affaire à des débats qui sont en fait extrêmement vicieux, extrêmement, très, 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 très compliqués. Il y a une deuxième chose aussi que je voudrais dire aussi à ce sujet de l'immigration, c'est le yaka faucon et le fait que beaucoup de Français se disent « Ah ben moi je vais voter pour Madame Le Pen parce qu'elle va résoudre le problème ». Ou bien, il y a quelque temps, j'ai pas rêvé, lorsque Madame Meloni est arrivée au pouvoir en Italie, on a eu toute une partie des médias qui ont dit « Oh là là, c'est l'extrême droite, c'est Mussolini en jupon ». Et puis vous avez Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, etc., Monsieur Zemmour, qui se sont félicités de l'arrivée de Madame Meloni. Bon. Et certains disent, oui, regardez sur cet océan Viking. Elle n'a pas voilà. Mais ce qu'il faut savoir, il y a deux choses qu'il faut quand même savoir. La première, c'est qu'en Italie, il y a énormément de migrants clandestins aussi. Il ne faut pas se focaliser sur une seule opération. La deuxième chose, c'est que c'est un théâtre d'ombre pour les Français. Parce que Darmanin, le gouvernement français critique le gouvernement italien. Mais en fait, ils sont de mèche. De toute façon, les personnes qui sont arrivées en France, même si elles sont victimes d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français, elles ont 30 jours pour l'accomplir, ce qui est complètement délirant. Et pendant les 30 jours, elles peuvent très bien, si elles sont à Toulon ou pour faire appel, soit dit en passant. Ou pour faire appel, ou pour détruire leur papier d'identité et dire qu'ils ont 17 ans, ou pour dire qu'ils sont réfugiés politiques. Donc il y a 1000 choses. D'ailleurs, des associations financées par les pouvoirs publics disent à ces migrants comment faire pour contourner les lois. Hein, encore une fois, on y revient. Mais quelqu'un qui est frappé par une OQTF peut très bien, en l'espace de 30 jours, tout simplement aller à je sais pas, à Milan. Je sais pas si vous êtes déjà allé de Nice à Vintimille, il y a aucun contrôle. Ça s'appelle l'espace Schengen. Donc le fait que les Français aient accueilli ça, dire que c'est un scandale que Madame Meloni n'ait pas voulu les prendre, c'est se moquer du monde, puisqu'ils vont pouvoir aller en Italie où Madame Meloni les aurait pris, ils seraient venus en France. Je voudrais signaler d'ailleurs au passage, et puis j'en terminerai là, pour voir à quel point les questions européennes sont fondamentales. Vous avez peut-être su qu'hier, ou avant-hier, la Croatie a été admise dans l'espace Schengen. Mais il y avait deux autres pays qui avaient demandé à être admis dans l'espace Schengen, c'est la Roumanie et la Bulgarie. Et deux pays se sont opposés à l'entrée de la Bulgarie, c'est l'Autriche et les Pays-Bas. Et un pays s'est opposé à l'entrée de la Roumanie, c'est l'Autriche. Le gouvernement autrichien tout seul a fait obstacle, puisque c'est l'unanimité qui doit prévaloir, a fait obstacle. Qu'a fait le gouvernement italien de Mme Meloni ? Elle a approuvé, comme M. Darmanin a approuvé l'entrée. Enfin, si je peux me permettre, on pourrait prendre la chose dans l'autre sens, parce qu'on n'a pas l'impression en France que la Roumanie soit pas dans l'espace Schengen. Hein. Oui, mais bon... D'accord, mais officiellement, elle ne l'est pas. C'est quand même un sujet. Oui, officiellement, elle ne l'est pas.
Donc là, si vous voulez, le fait que la Roumanie ou la Bulgarie entrent dans l'espace Schengen, c'est la libre circulation. Et c'est pas une invention. Le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères autrichien et le néerlandais, ils connaissent quand même les dossiers. Ils savent très bien qu'il y a derrière des trafics en tout genre. Mais mon point, il était ailleurs. Il était sur le fait que le gouvernement de M. Darmanin, le gouvernement français, qui dit qu'il faut maintenant lutter contre l'immigration, etc., qui dit que il a donné son feu vert à l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie, alors que tout le monde sait qu'il y a des trafics, notamment d'êtres humains. Mais le gouvernement de Mme Meloni aussi. C'est comme Félicie aussi, hein, de Fernandel. Voilà. Meloni aussi. Voilà. Donc qu'on ne vienne surtout pas m'expliquer ici que je serais mou, etc. Les gens qui croient que Mme Le Pen et le Rassemblement national... Enfin, Mme Le Pen, en l'occurrence, elle n'est pas au pouvoir. En France, non, je sais. Voter. Mais enfin, si vous voulez, Mme Le Pen, le Rassemblement national, ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Ils ne le veulent pas, comme Mme Meloni. Comme Mme Meloni, ils ne veulent pas sortir de l'OTAN. Mais l'Autriche non plus. Oui. L'Autriche non plus, ça n'a pas empêché de voter contre. Oui, c'est exact. Mais le problème qui se pose, c'est que vous êtes... Mme Meloni, elle a voté contre. D'ailleurs, au passage, le gouvernement autrichien n'est pas spécialement qualifié d'extrême droite. Donc là, la question qui se pose, c'est de savoir quelle va être la force de caractère pour imposer une volonté qui est contraire à celle des autres pays de l'Union européenne. Voilà. Or, la force de caractère, je suis désolé, Mme Meloni, elle a été promue par les médias, comme Mme Le Pen et le Rassemblement national. J'ai d'ailleurs vu une interview très récente de M. Philippe Ollivier, du Rassemblement national, qui expliquait que c'était plus du tout la peine de sortir de l'Union européenne, que le changement de l'Europe était à portée de main. En disant qu'il y avait 16 États qui voulaient changer l'Europe. D'abord, il faudrait le vérifier. Deuxièmement, il faudrait vérifier s'ils sont d'accord pour le changer dans le même sens, ce qui est faux. Troisièmement, il y en a 27, donc il en reste encore 11, et un seul peut faire obstacle, comme je l'ai dit, à tout changement. Et puis surtout, ça m'a rappelé de lire cet argumentaire, ça m'a rappelé ce qu'on m'a dit il y a 20 ans. Il y a déjà des gens qui me disaient... Mais non, mais enfin, qu'est-ce que c'est une vieille lune, vous savez très bien, l'Europe c'est terminé, ça va se casser la figure, il faut maintenant aller penser à autre chose. Non. Il ne faut pas penser à autre chose. L'espace Schengen, la politique migratoire, qui n'est pas seulement l'espace Schengen, c'est dans les traités. Pour les gens qui m'écoutent, l'article 67, 77, 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 67 qui précise que l'Union européenne doit assurer l'absence de contrôle aux frontières intérieures. Moi, j'ai jamais vu un traité comme ça. L'Union européenne assure l'absence de contrôle aux frontières intérieures pour passer, par exemple, d'Italie en France. Voilà. Donc tout ça, ça veut dire qu'on est dans un théâtre d'ombre. Et soit on reste dans l'Union européenne, Schengen ou pas Schengen, mais on aura de toute façon ces articles des traités. Et on les changera. Il faudrait l'autorisation de tous les pays pour les changer, ce qui n'arrivera pas. Et donc, à ce moment-là, on est lancé dans cette politique qui est une politique continuelle de flux migratoires venant de l'extérieur. Mais on ne peut pas mentir aux Français. Il y a un moment à partir duquel il faut dire les choses aux Français. C'est pareil, on va peut-être en parler sur l'affaire russe et ukrainienne, si vous voulez. On ne peut pas jouer une chose et son contraire. Il faut dire les choses. Je pense que maintenant, la situation en France, elle est tellement grave. Mais tellement grave. Je crois qu'il y a maintenant de plus en plus de Français qui s'en rendent compte, même des éditorialistes, même des personnalités assez connues. Je pense à des gens comme par exemple Ségolène Royal ou Loïc Le Floch-Prigent qui ont eu des postes très très en vue il y a 20 ou 30 ans, notamment dans les sphères de gauche, qui sont, quand vous leur parlez en aparté ou même ils font des déclarations publiques qui montrent l'extrême inquiétude des gens qui comprennent ce qui se passe. Alors justement, vous parliez de Loïc Le Floch-Prigent. On va arriver à la question énergétique qui pose un réel problème pour les Français, qui les inquiète beaucoup. On sait qu'il y a des risques de pénurie avec des débuts de coupure par endroits, comme ce fut le cas jeudi soir dans Paris. On ne sait pas exactement de quoi il en retourne. Et tout cela s'ajoute en plus à une explosion des coûts incroyable. Que vous évoque cette situation sur le plan énergétique ? D'abord, beaucoup de tristesse. Parce que la France était quand même un pays qui avait une politique énergétique, notamment avec EDF, c'était un succès planétaire. De Gaulle était allé chercher Marcel Boiteux, qui était un ingénieur, pour diriger EDF. C'est un génie, Marcel Boiteux. Il n'est pas mort d'ailleurs, je crois qu'il a fêté son centenaire. Et il avait bâti un modèle extraordinaire.
Il y a des gens qui avaient dit de façon un peu plaisante que c'était la seule entreprise soviétique qui fonctionnait au monde. Parce que c'était une entreprise 100% d'État, où effectivement des syndicats comme la CGT, par exemple, bénéficiaient du 1% au conseil d'administration du chiffre d'affaires. Donc ça permettait de financer les syndicats, ce que beaucoup de gens à droite reprochaient. Mais c'est un reproche, il faut aller plus loin, parce que par ailleurs, le fait que ça a été une espèce de pompe à finances pour certains syndicats a permis aussi que les syndicats français n'ont pas fait obstacle à la politique nucléaire. Personne ne dit jamais ça. Mais en France, il n'y a eu aucune opposition politique réellement structurée contre la politique nucléaire. C'est ce qui a permis, notamment grâce à ce système, c'est ce qui a permis à EDF, l'entreprise nationale, de développer le meilleur réseau électronucléaire au monde, et notamment toute la filière avec Framatome, qui a damé le pion aux Américains. Moi, je me rappelle avoir participé aux négociations, c'était en 1994, avec la Chine pour une centrale nucléaire, la centrale de Daya Bay 2, c'était pas très loin de Hong Kong. La France damait le pion aux Américains. On était les leaders mondiaux. On avait également ce que Loïc Le Floch-Prigent a dit, et là aussi je vais encore faire, excusez-moi, référence à notre chaîne de télévision, mais on a eu une université d'automne il y a quelques semaines, et on a mis en ligne il y a quelques jours... Que TV Liberté a suivi. Que TV Liberté a suivi, je vous en remercie. Vous avez été d'ailleurs, excusez-moi de le souligner, mais le seul média à daigner venir nous suivre, et d'ailleurs le reportage était fort bien fait. Loïc Le Floch-Prigent, donc, on a sorti la vidéo, vous la trouverez sur UPR TV, ça dure 2h30, mais c'est vraiment passionnant parce qu'il y avait Loïc Le Floch-Prigent, donc ancien capitaine d'industrie, si l'on peut dire. Il y avait Henri Guénaud, que je ne présente plus. Il y avait Nicolas Meillan, qui est un expert spécialiste des questions énergétiques. Et puis Dimitri de Kochko, qui, lui, a été un ancien journaliste de l'AFP, qui connaît beaucoup de choses et qui a beaucoup travaillé sur les questions Est-Ouest. Et l'après-midi, on avait une deuxième table ronde sur la Russie et l'Ukraine qu'on va bientôt sortir. Et Loïc Le Floch-Prigent a fait une intervention au début qui a été très remarquée parce qu'il disait il faut avoir les idées claires sur ces questions compliquées. Il disait que normalement un pays qui se tient, un pays bien tenu, un pays bien géré sur les questions énergétiques. D'abord, il sait que c'est essentiel, que là, pour le coup, je vais citer Charles Gave, que vous recevez régulièrement, qui dit que, en fait, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Ben, c'est exactement ça, parce que tout dépend des prix de l'énergie, aussi bien, je sais pas, le pack d'eau qu'on achète, le bitume qu'on met, un téléphone qu'on achète, tout dépend des prix de l'énergie. Et donc, il est important, un État, un chef d'État doit s'intéresser d'abord et avant tout aux questions énergétiques et viser 3 objectifs. C'est ce que disait Le Floch-Prigent. Premièrement, avoir une énergie continue et régulière, sans coupure. Deuxièmement, une énergie bon marché. Et troisièmement, des sources d'énergie où on serait indépendant. C'est exactement ce que De Gaulle, Pompidou et Giscard nous avaient légué, avec un programme électronucléaire qui représentait plus de 75%, je crois, ou 70% de la production d'électricité en France. Nous étions indépendants, nous avions une électricité formidable, nous avions une électricité très bon marché. C'était quasiment la meilleure marché du monde. On était excédentaire, on pouvait la revendre. Et en plus, on était excédentaire. Bon. Moi, je me rappelle, en 1978, je crois, il y a eu en janvier, le 3e lundi de janvier, je crois que c'était 78, j'étais à HEC à l'époque, je me rappelle, il y a eu un drame, c'est qu'il y a eu d'un seul coup une panne gigantesque du réseau électrique en France. C'était la première fois que ça arrivait, et donc ça a été un grand événement à l'époque, qui a été rétabli dans la journée. Mais on apprenait en fait que ce genre d'événement arrivait très très régulièrement aux États-Unis d'Amérique. Puisque le problème qu'il y a avec l'électricité, c'est qu'il faut avoir des investissements avec une durée très très longue. C'est des investissements à 30, 40 ou 50 ans qu'il faut réfléchir. Ça ne convient pas à un système, une pensée libérale de court-termisme qui considère qu'il faut faire du fric au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois. Le problème, c'est que ce système fonctionnait extrêmement bien. Nous serions chinois ou nous serions extrêmes orientaux, on sait que quand on a le numéro 1 mondial, on touche pas. On conserve? Eh ben non. On avait le numéro 1 mondial, pour des raisons purement idéologiques et politiques, la construction européenne, on a commencé à le démolir.
le démolir en créant des quantités le marché de l'électricité au niveau européen, de la concurrence. Tout ça, c'est une pensée libérale, créer de la concurrence, etc. Créer de la concurrence, on a expliqué aux Français que ça allait diminuer le prix. Mais non. Ça marche pas toujours comme ça. Je vais prendre un exemple très simple pour que les gens comprennent bien. Imaginez, vous êtes seul, vous êtes à la campagne, vous avez besoin de vous chauffer, vous avez une forêt à côté. Vous êtes tout seul, vous y allez avec une hache, vous coupez les 3-4 morceaux de bûche et puis vous revenez, vous vous chauffez. Ça vous coûte 0. Bon. Maintenant, si vous êtes un peu fatigué ou si vous avez la flemme, vous avez recours au garde forestier. Il va vous couper, vous allez avoir les bûches, mais vous allez devoir lui payer. Donc ça va plus vous coûter 0. Maintenant, le garde forestier, vous ne le connaissez pas, il faut passer par une société qui, elle, connaît des gens. Donc vous allez devoir payer la société, puis le garde forestier. Ça va vous coûter plus cher. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec EDF. C'est-à-dire qu'on a créé, on a démembré EDF avec des sociétés chargées du réseau, chargées de la production, chargées de ci, chargées de ça. Il y a des quantités d'intermédiaires qui se sont mis là-dedans. Il y a la concurrence européenne qui s'est mis là-dedans parce que les concurrents n'étaient pas compétitifs, puisque justement on avait les prix des meilleurs marchés. On a obligé EDF à vendre très bon marché de l'électricité pour que les concurrents puissent nous la revendre en faisant la culbute. C'est une histoire de dingue. Le résultat, c'est que ça nous coûte effectivement beaucoup plus cher et qu'on est dans la situation qui est dramatique. C'est-à-dire que l'électricité, si j'ai bien compris, dans certains cas, c'est 10 fois le prix de ce qu'on devrait payer. Le prix de revient est très très inférieur au prix de vente maintenant. Et en plus de ça, avec des coupures, en fait, c'est un sabotage. Ajoutons à ça une autre pensée idéologique, qui est la pensée anti-nucléaire. Alors justement, je vous interromps, si vous voulez bien. On va écouter Jean-Luc Mélenchon qui parle du nucléaire et vous allez me dire ce que vous en pensez derrière. D'accord. Le nucléaire est dangereux. Et la dangerosité du nucléaire, c'est qu'elle est irréversible. Nous avons 59 réacteurs nucléaires dans ce pays. Nous sommes en danger parce que les réacteurs ont vieilli, les installations ont vieilli, qu'il faut 80 milliards au minimum, si ce n'est 150, pour faire le grand recarénage, et que l'entretien des centrales est confié par une cascade de sous-traitance. Parce que la démonstration a été faite que ce pays n'est plus capable de faire de l'acier d'une qualité suffisante pour que les couvercles des centrales nucléaires soient stables et sûrs. Alors, il y a deux choses intéressantes dans ce que Jean-Luc Mélenchon vient de dire. D'abord, cette dangerosité du nucléaire, du moins c'est ce qu'il conçoit. Et puis aussi cette question de la maintenance du nucléaire avec une industrie française qui est effectivement un peu en décrépitude. Il y a du vrai et du faux dans ce qu'il dit. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une insuffisance d'investissement pour assurer l'entretien et la modernisation des centrales nucléaires. Voilà, mais on pourrait dire la même chose de beaucoup de choses. Les routes françaises sont en pleine décrépitude. Voilà. Est-ce que c'est pour autant que M. Mélenchon va nous dire qu'il faut plus qu'il y ait de routes ? Parce que c'est dangereux, parce qu'il y a des nids de poules et que les voitures peuvent avoir des accidents. Non. Tout ça, ça ne vient pas. Il ne faut pas incriminer ni les routes ni les centrales nucléaires. Il faut incriminer ceux qui sont à la tête de l'État depuis des années et qui coupent les vivres à la fois pour l'entretien des routes, mais aussi pour l'entretien des centrales nucléaires ou des voies ferrées. C'est pareil. Enfin, tous les services publics. Donc, à l'origine de l'origine, il faut voir de quoi il retourne. Et ce dont il retourne, c'est quand même, j'y reviens et j'y reviendrai toujours, parce que j'ai raison et que c'est comme ça, notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro nous impose des restrictions budgétaires continuelles. Est-ce que les Français se rendent compte que nous nous faisons pomper de l'argent continuellement par l'Union européenne, de l'ordre de 15 à 20 milliards. D'ailleurs, M. Mélenchon, pas plus que Mme Le Pen, ne veut sortir de l'Union européenne. Il lance des chiffres du style 80 milliards. Mais pourquoi il ne dit pas combien ça nous coûte chaque année d'être à l'Union européenne et de combien de milliards d'euros on donne à la Pologne? Il trouve ça, il l'explique, il le dit? Jamais. Bon, nous sommes cohérents. Il faut que la France arrête d'entretenir le monde entier parce que nous sommes en train de devenir un pays du tiers-monde. C'est ça la vérité. Donc il faut en effet sortir de l'Union européenne, arrêter avec l'euro qui est en train de nous entraîner à la ruine, j'espère qu'on aura l'occasion de le redire, et mettre de l'argent en effet pour investir dans tous ces services publics qui sont en plein effondrement. On pourrait y ajouter d'ailleurs aussi les châteaux, les églises, les monuments historiques, dont beaucoup. Alors de temps en temps, il y en a un sur lequel on se focalise parce qu'il y a eu des travaux de rénovation qui ont été faits, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont en pleine déliquescence. Or,
Que ça plaise ou pas, il faut reconnaître que au XXIe siècle ou au XXIIe siècle, une des grandes ressources de la France, ça sera le tourisme. Hein. Bon, donc il faut absolument qu'on entretienne notre patrimoine, qu'on entretienne nos routes, nos aéroports, nos voies ferrées et nos centrales nucléaires pour avoir justement de l'électricité bon marché. Parce que ce que ne dit pas M. Mélenchon, c'est que si on n'a plus l'électricité nucléaire, on va avoir quoi ? Moi, je me balade en France régulièrement. J'étais il y a quelque temps là dans les Ardennes, du côté de Rethel. J'ai été en Haute-Marne. J'ai été aussi du côté pas très loin de Rennes, en Bretagne. Je vois des paysages complètement saccagés maintenant par les éoliennes. Ça prend des proportions. Je ne me rendais pas compte à quel point vous avez des endroits en France, c'est une forêt d'éoliennes. C'est vraiment bien d'avoir ça, alors que tout le monde sait que c'est très peu rentable, qu'il faut construire des dizaines d'éoliennes pour avoir 5 ou 10% de leur centrale de Fessenheim, qu'il faut que ça pollue les sols, que ça a une durée de vie limitée, qu'il faut acheter des terres rares à la Chine, donc qu'il faut être particulièrement bien avec le régime chinois, etc., etc. Est-ce qu'on a vraiment mesuré les conséquences de ces affaires d'éoliennes ? Donc tout le monde n'a plus à la bouche maintenant. Parce que c'est la pensée dominante, donc il faut avoir des énergies renouvelables. Je ne suis pas contre les énergies renouvelables, mais ce que je sais, c'est qu'on en avait, par exemple, les barrages que la Commission européenne a sommé la France de vendre au privé. Nous sommes sommés de construire des éoliennes avec une... Moi, je pense que d'ici 10 à 15 ans ou 20 ans, ça sera un énorme scandale, ces affaires d'éoliennes. On s'apercevra que ça a été un véritable saccage. En réalité, la bonne solution qui était la solution nucléaire qui nous a mis au numéro 1 mondial, et nous sommes en train de la saboter. Monsieur Macron s'y est employé avec la dernière énergie, comme il sabote absolument tout ce qu'il touche, absolument tout. Et donc, nous sommes maintenant confrontés avec, je sais pas, la moitié des réacteurs qui ne fonctionnent plus, et donc une augmentation constante des coûts de l'énergie. Or, comme l'économie, c'est de l'énergie transformée, nous sommes en train de devenir un des pays les moins compétitifs du monde. C'est également le problème de l'Allemagne. Cerise sur le gâteau, en plus, on se coupe des sources d'approvisionnement en hydrocarbures russes qui étaient très bon marché. Donc, il faut bien comprendre, il faut bien que les gens comprennent ce qui est en train d'arriver à la France. On a en France déjà les salaires parmi les plus élevés du monde. Les charges sociales parmi les plus élevées du monde. Ce qui va avec, d'ailleurs. Les contraintes environnementales les plus élevées du monde. La fiscalité, notamment des entreprises, mais aussi des particuliers, la plus élevée du monde. Et maintenant, on va avoir en plus, la cerise sur le gâteau, l'énergie la plus élevée du monde. Donc le résultat, c'est quoi ? C'est que les entreprises s'enfuient. Déjà, en plus, on a organisé avec le traité de Maastricht la libre circulation des mouvements de capitaux, c'est-à-dire on a dit aux entreprises, vous pouvez vous en aller. Donc, c'est un sabotage. Moi, j'appelle pas, c'est un suicide même, ça. On a l'impression que la France se suicide, et voilà. Donc, les entreprises, elles ferment. Vous avez vu, là, c'est un groupe agroalimentaire, là, qui vient de décider de la moitié de sa production qui va être fermée. On apprend que en Allemagne, ils craignent qu'il y ait 300 000 entreprises qui ferment boutique. Alors, ça n'est pas uniquement sur les questions d'électricité nucléaire, ça concerne la France, mais c'est aussi sur les relations que nous avons avec l'approvisionnement en hydrocarbures russes. Mais ce sont des sujets qui sont connexes, puisqu'ils se combinent d'une façon maléfique pour que l'ensemble de notre énergie coûte désormais les yeux de la tête. Alors justement, il y a deux paramètres. Il y a effectivement cette question des hydrocarbures russes. On ne va pas parler du gaz parce qu'on en avait déjà parlé la dernière fois et que ça a été décidé assez rapidement après l'entrée des troupes russes en Ukraine le 24 février dernier. Mais depuis le début de cette semaine, il y a également des sanctions sur le pétrole russe et conjointement un plafonnement du prix du pétrole à $60 le baril quand il est acheté à l'international. Alors moi, je dois dire que je ne comprends pas. Mais moi non plus. Ah bon, ça me rassure. On va faire un syndicat. Non, mais excusez-moi de le dire, mais je pense que le monde occidental est en train de tourner dingo. Mais vraiment, c'est-à-dire que les choses les plus bêtes, les plus fondamentales, c'est quand même les civilisations occidentales qui ont inventé la science économique, la pensée libérale, les économistes libéraux, qui ont découvert la loi de l'offre et de la demande. Enfin, tout ça, c'est... Voilà. Imposer un prix maximum d'achat lorsqu'on est face à un produit de première nécessité où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, c'est complètement délirant. Ça revient à dire qu'on n'en achètera pas. Voilà. Ou alors qu'on ne respectera pas la règle.
Mais je sais pas, c'est comme si vous alliez à... je sais pas moi, pour fêter Noël, vous allez chez Fauchon, chez Pétrosian, et vous leur dites, bon alors moi je voudrais du caviar, un beluga, mais alors je vous signale, hein, pas question de me le vendre plus de 50 € le kilo. Bah, on prenez la porte. Bon, bah c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on a dit pas plus de 60 $ le baril de pétrole, avant très bien, mais au même moment, je sais pas si vous savez, à quelques heures d'intervalle, c'est incroyable, la Commission européenne fait prendre une décision triomphale. Voilà, l'Union européenne a décidé qu'on n'achètera pas à plus de 60 $ le baril de pétrole, et 2 heures après, on apprend que dans l'extrême-orient russe, dans un port près de Nakhodka, pas très très loin de Vladivostok, enfin il y a un port pétrolier, les Russes vendent du pétrole en ce moment 79 $ le baril, notamment au Japon qui en a absolument besoin, et puis des pays d'Asie. Donc si vous voulez, on m'a dit, je sais plus qu'est-ce qui disait ça, que les Russes allaient peut-être prendre une loi imposant de ne pas vendre le pétrole russe en dessous de 70 $. Ça serait la réponse du berger à la bergère. C'est dingue, si vous voulez. Quand vous êtes en position de faiblesse, vous ne roulez pas des mécaniques. Il y a en plus un effet pervers que les Français ne connaissent peut-être pas, mais c'est que pour respecter ces fameuses sanctions à l'égard de la Russie et ne pas acheter de gaz russe, on achète du gaz russe qui a transité par un autre pays. Donc forcément, comme vous l'expliquiez très bien tout à l'heure, un intermédiaire de plus, ça fait plus cher. Oui. Et il se produit exactement la même chose avec le pétrole. Bien absolument, oui. On en avait déjà parlé l'autre fois, mais je vous confirme, c'est exactement ça. Ça va passer par l'Iran, par la Turquie, par l'Inde, par tout le monde. Et sans compter aussi autre chose. Ce qui vient de se passer sur la scène internationale, c'est ce qui se passe en ce moment même, ces jours-ci, est d'une très grande importance. C'est la visite d'État du président chinois Xi Jinping en Arabie Saoudite. C'est d'une importance absolument considérable parce que d'abord, il a été reçu d'une façon pharaonique, si j'ose dire. Il a eu des chasseurs qui ont accompagné son avion avant qu'il n'atterrisse à Riyad. Il est sorti de l'avion, il y avait un tapis rouge, plus exactement, qui était violet, qui était au pied. Il y avait des nuées d'officiels. Il y a eu 21 coups de canon qui ont été tirés. Enfin, c'est un truc, vraiment, le très grand tralala. Et en même temps, vous avez eu aussi une espèce de parade avec des avions qui ont balancé des fumigènes avec les couleurs de la Chine rouge et jaune. On sait qu'il va signer, Xi Jinping, avec les autorités saoudiennes, pour quelque chose comme 29 milliards € de contrats, soit de fourniture et d'énergie à la Chine, soit d'infrastructures construites en Arabie Saoudite par la Chine. Tout ça, ça passe sous le nez des Américains. Et Biden était allé en Arabie Saoudite au mois de juillet, il s'était fait très maltraiter, il avait été assez humilié, donc c'est pas du tout le même protocole. Et vous vous rappelez qu'au mois d'octobre, la Chine avait dit qu'elle allait, conformément à ce que souhaitait le Kremlin, diminuer la production de 2 millions de barils par jour, la diminution du prix du pétrole, à la grande fureur des États-Unis. Et Joe Biden avait dit il y aura des conséquences. Vous savez que c'est peut-être tiré de la Bible, de l'Ecclésiaste, les conséquences viendront. Mais en attendant, on attend les conséquences parce qu'en fait, les Américains sont assez coincés. Et ce voyage de Xi Jinping, il ne fait pas qu'aller voir le roi d'Arabie et le fameux prince Mohammed Ben Salman, il rencontre également tous les chefs d'État régionaux et il va chercher un approvisionnement de long terme de pétrole dans ces pays, qui là aussi vont nous passer sous le nez. Donc c'est extrêmement grave, c'est qu'on assiste à un basculement de la planète avec le monde occidental, dont je dis qu'il est en train de devenir dingue et qui est en train de se couper de tous les pays ayant des ressources en hydrocarbures. On est en train de nous enfermer avec l'Union européenne sous domination américaine. On est en train de nous enfermer. C'est le groupe des pays qui n'auront pas de ressources stratégiques. C'est les Amish, le groupe des Amish. Voilà. Alors on sera obligé d'acheter à nos amis américains le pétrole avec la fracturation hydraulique qui, d'abord, saccage l'environnement et qui nous vendent 7 fois plus cher, je crois, en bons amis qu'ils sont. Donc nous avons une stratégie qui est folle. C'est pas la première fois que je le dis, ça fait des années que je dis. La stratégie de la construction européenne est une stratégie folle. Elle nous coupe de tous les pays dont on a un besoin vital pour à la fois les questions énergétiques, les hydrocarbures, le gaz, le pétrole, mais aussi, par exemple, les terres rares, j'en parlais tout à l'heure, pour tout ce qui est les produits électroniques contemporains, les batteries, tout le monde n'a plus que ça à la bouche. Nous n'avons pas les matières premières. Donc normalement, ce qu'il aurait fallu faire, c'était
conserver pieusement, si j'ose dire, la géopolitique que nous avait laissée le général de Gaulle, parce que de Gaulle, il avait, enfin, excusez-moi de le dire comme je le pense, mais c'est un génie politique, il nous avait laissé, quand il a quitté l'Élysée, la France était en bon terme avec l'URSS. Il n'était pas devenu communiste, mais nous étions en bon terme avec l'URSS. Nous étions en bon terme avec la République populaire de Chine. Il avait été le premier pays occidental à reconnaître. Et nous étions en bon terme avec l'ensemble des pays arabo-musulmans. C'était la fameuse politique arabe de la France. Et si nous avions simplement conservé cet héritage, on était aujourd'hui, sans mauvais jeu de mots, les rois du pétrole. Voilà. Alors, je vous propose, vous m'avez parlé de la visite officielle du président chinois en Arabie Saoudite. Je vous propose de redécouvrir en quelques images une autre visite officielle avec les petits plats dans les grands, celle d'Emmanuel Macron chez Joe Biden. And I love you, man. I love you. Ça va, Claude? T'as vu ça? Il faut que tu mènes un groupe. Ouais. Joe et Jill. Alors faire un plaisir fou. And you live here? I live here on the second floor, 2 floors up. C'est un signe de reconnaissance. C'est la première fois que la France est invitée à 2 visites d'État. President Macron and the United States could not ask for a better partner than France. Ladies and gentlemen, distinguished guests, the President. We want to build peace and sustainable peace. All right, thank you. Let's keep moving. You can decide which country you want to be president of. America, that's France. Maybe we can switch halfway. You want to switch? A lot to discuss. On veut juste s'assurer que ce qui est bon pour les États-Unis d'Amérique n'est pas mauvais pour l'Europe, parce que ce n'est pas l'objectif qu'ils ont recherché. Le président m'a dit très clairement que la dernière intention des États-Unis d'Amérique, c'était d'affaiblir les Européens. The United States and France always together. Vive la France and God bless America. It's a great honor to be with you tonight at the White House. It means a lot for us to stand together, shoulder to shoulder, precisely to be entitled to say we the people and liberté, égalité, fraternité. Alors pour moi le bilan est très bon, c'est-à-dire qu'on a lancé des feuilles de route très ambitieuses sur le spatial et le nucléaire. Nous avons sur les sujets géopolitiques, sur la question ukrainienne, de vraies avancées. Santé! Alors, il y a une phrase qui est particulièrement intéressante. Emmanuel Macron dit « On est venu s'assurer que ce qui est bon pour les États-Unis n'est pas mauvais pour l'Union européenne ». Alors, il parle notamment de l'Inflation Reduction Act que viennent de voter les États-Unis, qui en gros va plomber les entreprises françaises, surtout sur le secteur automobile. Alors, vous voulez mon sentiment? Oh bah absolument. D'abord, premièrement, vous nous avez montré des images qui ont été diffusées notamment à la télévision française, les radios, les télés. On en a fait tout un plat en France. Si vous aviez vécu aux États-Unis, personne n'en parlait. Allez regarder les journaux télévisés sur NBC, sur CBS, personne n'en parlait. Ou alors un truc, une pastille de 15 secondes. Donc c'est en réalité la preuve d'un État vassalisé, qui en fait des tonnes parce qu'il est reçu par le maître. C'est ça. Moi, lorsque Biden reçoit Macron, ça me fait penser à le pays colonisateur qui fait venir sa colonie, ou alors un patron qui donne une médaille du travail à celui qui a bien travaillé. Voilà. Je note d'ailleurs que Macron, il me semble, il a de plus en plus de mal à être reçu à notre époque par de plus en plus de gens. Il avait dit, vous savez, qu'il avait téléphoné à Poutine. On attend toujours. Puis on a appris que Poutine avait parlé avec Scholz. Alors il a dit, mais maintenant, désormais, je vais rappeler Poutine. On attend toujours. Après, il avait dit qu'au mois de novembre, il irait en Chine parce que Scholz y était allé en faisant un bras d'honneur à Macron. Macron voulait y aller avec Scholz, vous savez, parce que Macron avait invité Mme Merkel lorsque Xi Jinping était venu à Paris. Macron n'avait rien trouvé de mieux que de dire à Mme Merkel de venir à l'Élysée pour qu'ils le reçoivent tous les deux. Bon. Vous imaginez De Gaulle recevant un grand de ce monde qui aurait dit attendez, notre chancelier Adenauer, venez avec moi parce que je suis trop timide. Donc là, lorsque Scholz est allé en Chine, Macron a dit je vais venir avec vous. Et Scholz a dit non, il était là pour défendre les intérêts des entreprises allemandes. Donc du coup, Macron a dit je vais aller en Chine. Et puis non. Voilà, il a été dit que non. Bon. En fait, rappelez-vous...
Sarkozy, Chirac, on les voyait très souvent avec le chancelier d'Allemagne. Moi, Macron, je ne le vois quasiment plus avec le chancelier d'Allemagne. Je ne vois plus des grandes visites, ou alors quand elles ont lieu comme en Algérie, ça n'a pas été très, très bon. En définitive, on a l'impression que Macron, il est surtout reçu, effectivement, par les États-Unis d'Amérique. Mais il dit c'est un grand honneur, c'est la deuxième fois que la France est reçue. Il fait une référence historique, il ferait mieux de se taire. Vous connaissez l'histoire des relations franco-américaines sous la Ve République. Lorsque De Gaulle était à l'Élysée, c'est Kennedy qui est venu voir De Gaulle. C'était en mai-juin 1961. De Gaulle n'est pas allé aux États-Unis. Il y est allé pour l'enterrement, en une journée simplement, de Kennedy. Vous savez qu'en 1973, Pompidou a rencontré Nixon en Islande, à Reykjavik, pour que chacun fasse la moitié du chemin. Vous savez qu'en 1975, ou 74-75, Valéry Giscard d'Estaing s'est rencontré avec Gerald Ford, le président des États-Unis, dans un hôtel qui est la plantation de l'Eritz en Martinique, territoire français. Donc à l'époque, les présidents des États-Unis faisaient le déplacement pour rencontrer le président de la République française, qui faisait aussi le déplacement. Sauf De Gaulle, où là, il ne faisait même pas le déplacement. Maintenant, on en est rendu à quoi? On en est rendu, et c'est une allégorie de notre décadence. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Sarkozy, où il y avait George W. Bush qui lui mettait, vous savez, la papade comme ça devant les télévisions du monde entier, hein, comme si c'était son animal familier. Rappelez-vous le scandale de Obama avec Hollande. Il avait fait asseoir à la place de Valéry Trierweiler un comique qui s'appelle Stephen Colbert, qui quelques jours avant s'était payé la tête de François Hollande en le comparant à Quasimodo. Et en se moquant de lui, en disant que sa femme l'avait quitté, donc on ne savait plus qui était la première dame. Obama, lorsqu'il y a eu la visite de Hollande à Washington, Obama a placé, à la place qu'aurait dû occuper Valéry Trierweiler, il avait placé Stephen Colbert. Et le lendemain, sur une émission de très grande écoute aux États-Unis, ce Stephen Colbert s'était carrément, excusez-moi la vulgarité, mais foutu de la gueule de Hollande en disant « Yes, c'est moi qui ai été la première dame de France. » Vous vous rendez compte ? Et Macron lui-même, quand il a été reçu par Trump, vous vous rappelez? Quand il l'a tiré, Trump l'avait tiré comme un toutou. Après ça, il lui avait enlevé les pellicules devant la télévision du monde entier. Et moi, je me rappelle, j'avais vu sur le quotidien du peuple, sur les journaux indiens, pakistanais, au Congo, au Brésil, en Colombie, au Vietnam, en Thaïlande, en Australie, tout le monde avait montré, on avait vu le président des États-Unis enlever les pellicules. Et puis il y avait aussi une cerise sur le gâteau, c'est que Macron avait apporté un chêne pour le planter dans les jardins de la Maison-Blanche. Et 2 jours après son départ, Trump avait demandé au service d'enlever l'arbre. D'ailleurs, il n'a pas dû demander où était passé l'arbre qu'il avait planté. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il est venu avec des cadeaux. Il avait plein de cadeaux. D'ailleurs, on a vu dans votre reportage, il est venu avec Claude Lelouch. Alors, parce qu'il paraît que Joe Biden a rencontré Jill Biden sur une chanson d'un film de Claude Lelouch. Voilà. Et donc, voilà. Après ça, il a offert une maquette de la fusée Ariane 5 à Kamala Harris. Ça ne doit pas savoir ce que c'est. Après ça, il a offert des livres de Madame Bovary à Jill Biden, à la femme de Biden, et puis des ouvrages, je crois, de comment il s'appelle, de Camus. Il a offert à Biden, alors une montre Lip à 960 €. Il lui a offert, c'est dingue. C'est Noël. C'est dingue. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser ce qu'on appelait, vous savez, vous avez des fresques comme ça sous l'Antiquité, c'est les peuples tributaires. Les peuples tributaires qui viennent et qui apportent le tribut annuel devant leur suzerain. C'est exactement ça. Parce que moi, j'ai cherché qu'est-ce qu'avait donné comme cadeau Biden. J'ai pas vu. Il paraît qu'il a fait un grand raout. Il l'a invité la veille au soir dans un restaurant privé. D'après les photos, j'ai l'impression qu'il l'a invité dans un McDo, enfin, dans un fast-food, vous avez vu? Bon, enfin bref. Tout ça pour dire que le plus grave de tout, c'est qu'est-ce qu'il en ressort de ça? Le seul résultat concret, je crois, du voyage de Macron, c'est qu'il a produit du CO2. Merci pour cette belle conclusion sur ce sujet. On va passer à un autre sujet, toujours en lien avec les États-Unis. Vous le savez, Elon Musk a racheté il y a quelque temps la plateforme de microblogging
Twitter, et il a fait de récentes révélations pour expliquer qu'il avait découvert que pendant la campagne présidentielle de 2020, c'est-à-dire celle où Donald Trump aurait été battu par Joe Biden, et bien pendant ce moment-là, la direction de Twitter censurait systématiquement toutes les questions qui tournaient autour de Joe Biden et son fils, le sulfureux parce que je crois qu'on pourrait dire bien pire, Hunter Biden, notamment pour les liens avec l'Ukraine. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce traitement très particulier d'un candidat pendant une élection présidentielle sur une plateforme qui a beaucoup de poids quand même dans les débats publics? Oui, je ne vais pas vous dire que c'est pas quelque chose qui me surprend. Le monde occidental n'est plus un monde démocratique. Nous avons des rites procéduraux, nous avons une apparence de démocratie, mais ça n'est pas une démocratie. J'ai déjà eu l'occasion de le dire 1000 fois pour l'élection présidentielle en France. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'élection la dernière fois, ça a été une manipulation générale. Donc il n'y a pas de débat approfondi. Il n'y a pas... Quand on pense que Macron a tout détruit en France, mais le bilan est une catastrophe dans absolument tous les domaines. La dette publique, explosion de la dette publique, l'inflation, l'effondrement du niveau de vie, l'effondrement de l'énergie, des coupes. On est en train de se tiers-mondiser. On est devenus des ringards au niveau international. On risque une guerre mondiale. Notre industrie est tellement partie que même le MEDEF maintenant commence à tirer la sonnette d'alarme. Dans tous ces domaines, il n'y a pas un point positif. Honnêtement, l'éducation nationale, n'en parlons pas. Il a tout détruit. Et quand on pense que ce monsieur n'a même pas été interrogé sur son bilan pour être réélu, et que Mme Le Pen lui a fait des risettes pour le deuxième tour, d'une façon ça faisait incroyable. Longtemps que vous n'aviez pas parlé de Mais c'est la vérité. Moi, vous m'auriez vu au deuxième tour face à Macron, ça aurait été autre chose, je peux vous le dire. Parce que j'aurais exigé qu'il m'a... Pas des généralités. Je leur ai fait préciser quelle a été sa politique sur le nucléaire, sa politique sur l'immigration, sa politique sur la sécurité, sa politique en matière de dette publique, sa politique vis-à-vis de l'euro, sa politique en matière internationale, etc., etc. Et j'aurais été très très précis. Non, j'aurais pas fait, n'est-ce pas, En fait, il n'a pas de... D'ailleurs, on a une opposition de complaisance aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. On a appris hier que Mme Borne a décidé de lancer un 8e 49.3. C'est dingue. Monsieur Macron a décidé de faire passer la réforme des retraites avec un article 49.3 s'il le faut. Il n'y a plus de démocratie. C'est-à-dire que le Parlement est désormais complètement mis de côté. Normalement, l'ensemble de l'opposition française aurait dû se mettre d'accord pour lancer la procédure de destitution de Macron par l'article 68. J'ai mis en ligne sur notre site internet, c'est depuis 2018. Et j'ai pas rajouté, mais maintenant ça serait un tome de la Pléiade, tellement il y a de choses à reprocher à Macron. Eh bien non, personne n'en parle et on a des jeux politiciens sans aucun intérêt où on parle de tout sauf des choses absolument fondamentales. Il est là le problème de la France. Donc moi j'estime personnellement que nous ne sommes pas en démocratie. Alors ce que vous posez sur Twitter, oui c'est vrai, c'est tout à fait scandaleux. Je note d'ailleurs, alors je ne sais pas si ça va changer, mais moi je vois quand je fais des messages Twitter, si je fais référence par exemple à l'agence TASS ou bien à l'agence chinoise de presse, il y a aussitôt, si vous voulez cliquer j'aime, il y a un grand message qui apparaît en disant attention, attention, c'est un organisme qui est financé par la Chine ou par la Russie. Oui, bon, très bien. Et alors, et la France, excusez-moi, l'agence France Presse, c'est financé par la France, c'est un truc d'État. Bon, pourquoi est-ce que quand on cite l'AFP, il n'y a pas attention, attention, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je ne sais pas si M. Elon Musk va changer ça. En tout cas, on lui fait un procès absolument terrible. Enfin, pas vous, pas moi. Mais on voit bien qu'il gêne dans un dispositif qui est un dispositif mafieux. Je pense que la mafia, et c'est pas une formule de comptoir, des organisations de type mafieux ont pris le contrôle des États-Unis d'Amérique et de l'Occident. Et on le voit d'ailleurs sur ce scandale absolu qui est actuellement très largement caché par les grands médias français, qui est l'affaire FTX, avec ce monsieur Bankman-Fried, le banquier Free, dont on découvre que fait les frimes mais aux Bahamas. Oui, voilà. On découvre que derrière ces affaires de crypto-monnaie, c'est une escroquerie en bande organisée. Il a vendu des bitcoins qu'il ne possédait même pas, qu'il n'avait même pas.
On est face à quelque chose qui rappelle les grandes escroqueries qu'il y a eu dans l'histoire. Vous savez, la crise de la tulipe aux Pays-Bas au XVIIe siècle, la banque de l'As en France au début du XVIIIe siècle, etc. Donc on a affaire à une escroquerie généralisée. Mais ce que l'on ne dit pas assez, c'est que ce jeune homme de 31 ans, qui avait une fortune, paraît-il, de 32 milliards de dollars, en fait, qui était un escroc. Maintenant, tout le monde passe à table aux États-Unis, mais nous, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Mais c'était une escroquerie. Ce monsieur finançait, c'était la pompe à finances du Parti démocrate américain, notamment de la campagne de Biden, et c'était également un ami de M. Zelensky, puisque au mois de mars ou avril de cette année, après l'invasion russe, le régime Zelensky a pris une législation extrêmement favorable aux crypto-monnaies en Ukraine. Et monsieur Bankman-Fried s'était entremis pour justement financer l'Ukraine. Donc, pourquoi les grands médias français n'en parlent pas ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une investigation sur les liens exacts qu'il y a entre FTX, le Parti démocrate américain, le régime ukrainien ? Qu'est-ce que c'est qui se cache derrière ? On n'en saura pas davantage. Voilà. Donc, si vous voulez, l'affaire de Twitter, c'est un des exemples parmi bien d'autres de ce que, en fait, vous avez une espèce d'organisation mafieuse sur laquelle il est absolument interdit de s'intéresser. À laquelle il est interdit de s'intéresser, sinon il vous en cuira. Vous avez vu ce qu'a dit d'ailleurs Elon Musk, qu'il a dit qu'il n'excluait pas que sa vie soit en danger. Vous avez vu ? Ça laisse rêveur. Alors François Asselineau, si vous êtes d'accord pour terminer cette émission, on va aller assez vite sur le dernier volet parce que même s'il est crucial, on en a beaucoup parlé. On en reparlera d'ailleurs dans le prochain Samedi politique puisque j'ai invité à nouveau Sylvain Ferreira qui reviendra. C'est la question du conflit ukrainien. Cette semaine, comme depuis le début du conflit, a encore été agitée la menace de l'arme nucléaire. Mais Vladimir Poutine s'est clairement exprimé sur ce sujet. Je vous propose de l'écouter rapidement. У нас стратегия наша применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара. То есть, когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ. Alors là, ce qui est amusant, c'est que donc Vladimir Poutine explique que s'il utilisait l'arme nucléaire, ce serait pour répondre à une première attaque nucléaire. Mais si on a regardé les médias les médias français, on a le sentiment que quand Poutine dit quelque chose qui colle au narratif un peu inquiétant autour de la Russie, alors là, il dit vrai, il dit ses plans. Mais alors, quand au contraire, ça va dans le sens inverse, évidemment, il ment. C'est toujours amusant. Pile je gagne, face tu perds, c'est toujours la même chose. Il y a tout un narratif sur... alors déjà, je vous signale, je vous informe, si vous ne le saviez pas, que Poutine, maintenant, il n'a pas seulement la maladie d'Alzheimer et le syndrome d'Asperger et également une maladie de Parkinson, mais il a 3 cancers. Vous avez vu, il a le cancer du pancréas, le cancer du foie et le cancer de l'estomac, je crois. Et donc ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Ça, c'est sorti il y a quelques jours. Et deuxièmement, tous les médias français ont un parti pris absolument hallucinant en faveur de l'Ukraine. Même si de temps en temps ils donnent la parole à ça, ils sont toujours dans cette affaire. Et moi je vois que on va vous dire c'est l'agressé. Oui. D'ailleurs, j'ai vu que Poutine, je crois c'est hier ou avant-hier, il a dit qu'il a rappelé quand même que la guerre n'avait pas commencé le 24 février, mais qu'elle avait commencé en 2014. Alors moi, je pense qu'elle a commencé plus tôt, à l'effondrement de l'URSS. Bon, le problème, c'est que tout ça ne fait pas avancer finalement les affaires, et que on a toujours le narratif occidental qui consiste à faire croire que la Russie va être battue. La Russie ne sera pas battue. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour beaucoup de Russes, Poutine est un centriste. Il est trop modéré. Absolument. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Russes ont parfaitement compris que ce qui se cache derrière, c'est le morcellement de la Russie. Comme il démantibule d'ailleurs le Moyen-Orient.
C'est de ça qu'il s'agit. Hein. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite, j'en parlais tout à l'heure, lorsqu'elle a reçu Xi Jinping, l'Arabie Saoudite a assuré la Chine de son soutien sur des affaires comme le Tibet, le Xinjiang ou Taïwan, qui font partie de la même stratégie. Hein, c'est une conférence que j'ai fait au dialogue franco-russe, les gens que ça intéresse. Il y a des plans qui ont été présentés officiellement avec des officiels américains dans une réunion qui a eu lieu à Prague le 24 juin dernier. Allez sur la chaîne du dialogue franco-russe où je montre ces plans de démantèlement de la Russie. Donc, si vous voulez, Poutine... Alors, il y a bien sûr une opposition à Poutine qui est pro-occidentale, mais ça n'est pas nouveau. L'histoire de la Russie a toujours été une tension entre ce qu'on appelle les occidentalistes, qui regardent vers l'Occident, et les slavophiles, qui regardent vers le caractère slave irréductible et irréductiblement différent du monde occidental. Donc toute l'histoire russe, vous la trouvez entre ces deux tentations, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans la politique, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr, il y a des opposants en Russie, peut-être 15-20%, qui sont sensibles au discours occidental, mais vous avez 75-80% des Russes qui sont derrière Poutine et dont beaucoup là-dedans trouvent qu'il n'est pas assez dur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? On nous présente la Russie comme en très grave difficulté. Je pense que Poutine et son état-major avaient sous-estimé non pas tellement la capacité de l'Ukraine, mais surtout la mobilisation de l'OTAN. Je pense que c'est là où ils avaient peut-être sous-estimé, et aussi à quel point l'Ukraine avait déjà préparé la guerre à venir. Donc, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que la Russie, elle est aidée un petit peu, sans doute, un petit peu par la Corée du Nord, peut-être par les drones iraniens, peut-être aussi par du matériel chinois, et essentiellement, elle compte sur ses propres ressources. Elle a face à elle... Et ses propres hommes, surtout. Elle a face à elle 30 pays de l'OTAN. 30 pays de l'OTAN qui sont armés. Et l'Ukraine est de plus en plus armée jusqu'aux dents, et en plus avec des mercenaires, pour ne pas dire des soldats, qui sont américains, qui sont anglais, qui sont français, on a des instructeurs, etc. Donc... Malgré ça, il faut bien comprendre, dire que c'est la Russie contre l'Ukraine, c'est ne pas voir la chose. Non, c'est l'OTAN contre la Russie. Et donc, avoir la capacité que la Russie a en ce moment de tenir le choc face, vous avez vu que les Allemands viennent de faire des livraisons d'obusiers de dernière génération, la France aussi, enfin tout le monde arme et surarme l'Ukraine. Pour beaucoup de commentateurs, les flux d'armes qui viennent des Occidentaux sont quand même quasiment taris. Ah ben, ça n'a pas l'air d'être le cas, puisque là, je vous dis, il y a beaucoup de communication, mais sur le terrain, a priori... Bon, ça c'est possible aussi. Notamment, ça c'est Macron en est le champion, parce que, comme d'habitude, il fait du en même temps. D'ailleurs, il est extrêmement épinglé en ce moment. J'ai vu, ça m'a fait rire d'ailleurs, un peu. Il a dit, très récemment, qu'il fallait quand même donner des garanties de sécurité à la Russie. Là, pour le coup, je suis pas tendre avec Macron, vous êtes d'accord ? Mais pour une fois, je trouve que c'était une pensée juste. Peut-être qu'il regarde mes vidéos, j'en sais rien. Bon, mais pour le coup, c'était une pensée juste. Il faut effectivement donner des garanties de sécurité à la Russie, comme aux États-Unis d'Amérique. Il s'est pris une volée de bois vert. Je ne sais pas si vous avez vu dans les pays baltes, lui ont tiré dessus. En Ukraine, j'ai vu un site internet qui le traite de putain. Enfin, excusez-moi, c'est quand même assez croquignol. Et effectivement, les Occidentaux, enfin les Ukrainiens ont fait le compte et se sont aperçus qu'entre les promesses faites par Macron et la réalité, ils ont compris, ils sont comme les Français, ils ont compris qu'il y avait un gouffre. Bon, donc on est effectivement, on donne peut-être un petit peu moins que ce que l'on promet. En attendant, et pour revenir à la Russie, elle a quand même actuellement 15% du territoire qu'elle occupe, qu'elle ne quittera sans doute pas. Du territoire ukrainien. Du territoire ukrainien, excusez-moi. Et par ailleurs, elle a détruit à peu près 50% des infrastructures électriques. Et ça continue. Et il fait froid, c'est l'hiver. Et il fait froid. Alors il y a des gens en Occident, j'ai vu, qui disent que c'est épouvantable. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est la guerre. Et surtout les gens qui disent que c'est épouvantable, ils oublient tout simplement de dire que cette stratégie, c'est celle des Américains. Lorsque les Américains ont bombardé la Yougoslavie pendant 78 jours, en 1999, ils ont détruit 40% des infrastructures électriques, 100% des ponts, 70% des routes. Enfin, et lorsque les États-Unis sont intervenus en Irak, ils avaient dit, je ne sais plus quel général avait dit que l'objectif c'était de faire revenir l'Irak à l'âge de pierre. Donc, ça n'est pas bien du tout ce qui se passe en Ukraine, mais c'est vraiment se moquer du monde que de présenter la Russie comme c'était... Il y a eu des précédents qui n'étaient pas russes, bien entendu. Et qui étaient bien pires, soit dit en passant, en nombre de morts. Parce que ce qu'il faut vraiment apprendre, que les Français comprennent, il
c'est que pour les Russes, ils vivent ça comme une guerre civile un peu. Parce que les Ukrainiens, il y a beaucoup de mariages. Si vous voulez, c'est comme s'il y avait une guerre entre la France et la Bretagne, par exemple. Bon, il y a quand même énormément de... Voilà, qu'est-ce que c'est que moi, j'ai un quart de sang breton. Est-ce que je suis breton? J'en sais rien. Donc, voilà, il y a beaucoup il y a eu des couples mixtes, des Russes qui ont vécu en Ukraine et réciproquement. L'Ukraine est de toute façon un pays artificiel créé dans les années 20, donc il y a toute une partie qui a toujours été russe. Et donc, c'est mal vécu par une grande partie de la population russe parce qu'ils ont le sentiment d'une guerre civile. Et ceci explique pourquoi Poutine, contrairement à ce qu'on dit dans la presse occidentale, a fait preuve, je pèse mes mots, d'une certaine modération dans cette attaque. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire c'est scandaleux. Non, c'est pas scandaleux. Mais on pourrait c'est la vérité. considérer qu'il y a eu 2 temps différents. Et il y a eu l'avant pont de Kertch et l'après. Oui, absolument. Vous avez raison. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce que Poutine n'a pas fait, c'est les bombardements style américain sur le Vietnam, sur l'Irak, etc., où là, vous faites 500 000 morts en faisant tomber des bombes, avec les morts civiles et militaires. Vous vous rappelez cette ignoble interview de Madeleine Albright, la secrétaire d'État américaine, à laquelle un journaliste disait « mais il y a eu 400 à 500 000 enfants irakiens morts », et elle a dit « oui, je pense que ça en valait la peine ». Vous vous rappelez ça ? Est-ce que vous vous en rappelez ? Enfin, je veux dire, c'est dingue. Ça veut dire que les Russes ont essayé, je ne dis pas qu'ils y sont parvenus, je ne suis pas là, je ne donne pas un satisfecit nécessairement à la Russie, mais ce que je dis, c'est qu'ils ont relativement limité les frappes par rapport à ce qu'auraient fait les Américains. Et vous avez raison, à partir du moment où le pont qui relie la Crimée à l'arrière-pays russe a été frappé, effectivement, à ce moment-là, Poutine a orchestré une espèce de... Vous vous rappelez, il a fait venir je ne sais plus quel général, et puis il a dit, bon, très bien. Et puis, à partir de ce moment-là, il a décidé la destruction. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que ça va continuer. Je pense qu'ils vont réduire à zéro les infrastructures électriques du pays. Qui, selon vous, et ce sera ma dernière question, François Asselineau, qui, selon vous, pourra faire la paix ? Ce que je pense, c'est que... Alors déjà, on va voir ce que vont faire les Républicains à la Chambre des représentants. Ils ont quand même la majorité. Les Républicains américains, pas les Républicains français, parce que là, on n'est pas inquiet. Non, je parle pas des non-sujets. Hein. Le grand sujet en ce moment des Républicains français, c'est de savoir s'ils vont soutenir ou pas Laurent Wauquiez en 2027. Vous voyez, ça vole très, 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 très haut. C'est quand je pense que ces gens osent se prétendre gaullistes. Non, c'est incroyable. Pour en revenir, donc je parlais des Républicains américains, en effet. Effectivement, ils peuvent peut-être bloquer un petit peu ça. Moi, j'ai quand même un peu tendance à penser qu'il va y avoir un moment à partir duquel tout le monde va se lasser de cette affaire, et puis que les Américains... C'est les Américains qui tiennent la clé de la solution. Hein. Tant que les Américains vont continuer à financer Zelensky, ça peut durer. Ça peut durer, parce que finalement, ça fait bien marcher les commandes. Hein. Vous avez vu, il y a un des grands marchands d'armes américains, Raytheon, dont le PDG a dit que ils avaient tout leur stock depuis 13 ans avait été éclusé. Donc on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc maintenant donc ça fait tourner la machine, ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. Donc je pense que ça fait tourner le business. Et comme beaucoup de gens l'ont dit, les Américains vont se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Moi je pense, ce qui est certain en tout cas, c'est que la Russie ne se laissera pas battre et qu'elle pourrait effectivement aller à des choses beaucoup plus violentes. Je pense que c'est plutôt les pays occidentaux qui vont quand même en avoir assez. Et puis surtout là-dedans, actuellement, vu de Washington, c'est tout bénéfice ce qui se passe. Ils font tourner leur machine militaro-industrielle. Ils sont en train de détruire l'économie européenne, mais vraiment de la détruire. Ils sont en train de vendre leur gaz de schiste, leur pétrole, le gaz de schiste de façon qui vaut... Ils le vendent extraordinairement cher. Ils sont en train d'annihiler l'acteur géopolitique européen. Donc, vu des États-Unis, c'est quand même pas mal, si vous voulez. Vu de la Russie, de la Chine, c'est pas mal non plus, parce que ce qui est en question en ce moment, c'est quand même l'échec de la volonté de ce que certains appellent le nouvel ordre mondial. D'ailleurs, Macron en a parlé à l'APEC, vous savez, à Bangkok. Ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, ça n'a rien de nouveau, ça n'a rien de mondial, c'est un ordre américain. C'est-à-dire que ce que on appelle le nouvel ordre mondial, c'est un truc qui dirige l'ensemble du monde, obéissant
à Washington et à l'État profond américain. C'est ça, en fait. C'est ça. Or, les autres États du monde ne le veulent pas. Et quand je parlais de la visite de Xi Jinping en Arabie Saoudite, on s'aperçoit, ou quand je parlais de l'APEC, la Russie n'est pas du tout isolée. Il y a énormément de pays du monde maintenant qui ne veulent pas de cet ordre et qui veulent un ordre international. Donc il y a vraiment la lutte entre le M et le I. Le mondial contre l'international. Ça, c'est très très important. Il y a un précédent, vous me permettrez peut-être de conclure là-dessus. C'est ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu donc l'ONU qui a été créée, Organisation des Nations Unies. Donc le mot nation veut dire qu'on en reste au schéma du Congrès de Vienne ou issu des traités de Westphalie de 1648, c'est-à-dire un concert des nations. On reste là-dessus en 1945 et on crée des agences onusiennes. Et il y avait donc une organisation qui devait se créer, qui était l'Organisation internationale du commerce, qui avait été fondée avec une charte, la charte de la Havane en 1947. Sauf que dans cette charte, cette organisation internationale avait prévu de laisser beaucoup de pouvoir aux États face au commerce. Notamment, un État pouvait empêcher une prise de participation dans des médias par des États étrangers pour préserver sa souveraineté, son indépendance nationale. Bon, pas besoin de vous dire que dans la rédaction de salles, l'Union soviétique avait pesé de tout son poids, mais les États-Unis n'étaient pas d'accord. Donc ce sont les États-Unis, évidemment leurs alliés, la France de la 4e République, qui ont suivi les États-Unis et qui ont fait capoter ce projet de charte de la Havane et d'Organisation internationale du commerce. Ils ont créé à la place un accord temporaire, le General Agreement on Tariffs and Trade, qu'on a appelé le GATT, qui était un accord, une espèce de solution ad hoc, comme on dit, mais qui n'avait pas une organisation et ça fonctionnait par cycle. Bien. Tout ça a duré jusqu'à l'effondrement de l'URSS et lorsque le camp socialiste s'est effondré, à ce moment-là, on était en plein Uruguay Round, c'était le sucre qui avait été lancé à Montevideo. Et bien à ce moment-là, les Américains, ont remis sur le devant de la scène un projet d'organisation, mais cette fois-ci, c'était plus l'OIC, c'était l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc ça, c'est important à comprendre. Hein, les mots sont codés. Quand vous entendez quelqu'un parler d'un ordre international, vous pouvez penser que c'est quelqu'un qui est en faveur d'un monde multipolaire. D'un monde multipolaire et des nations. Nous sommes à l'UPR, nous sommes en faveur d'un monde international, de coopération internationale, comme par exemple Airbus, qui n'a rien à voir avec la construction européenne. Nous sommes en faveur de ces coopérations internationales. Mais quand vous commencez à entendre parler de quelqu'un qui vous dit « moi je suis pour un ordre mondial », mondial ça veut dire américain, c'est-à-dire tout le monde sous la botte de l'oncle Sam. Et c'est là où c'est en train de coincer. C'est le grand défi de notre époque. C'est assez passionnant, c'est terrible, mais c'est assez passionnant parce que la folie qui dirige les États-Unis est en train d'emmener l'ensemble du monde occidental dans une impasse. J'ai eu l'occasion de rappeler il y a quelques jours, d'ailleurs dans ma vidéo sur l'immigration, s'agissant de l'Europe occidentale, nous avons aujourd'hui 740 millions d'habitants dans toute l'Europe, y compris la Russie, et qu'en Afrique, il y a 1,4 milliard d'habitants. Et en 2050, c'est pas dans très longtemps, 2050, c'est une génération. Hein. En 2050, l'Europe au sens large sera passée, donc y compris la Russie, sera passée de 740 millions d'habitants à 700. Et l'Afrique sera passée de 1,4 milliard à 2,5 milliard. C'est-à-dire que dans les 25 ans qui viennent, l'Afrique va voir sa population s'accroître de 1,5 fois la population actuelle de l'Europe. Là est le grand défi. Si vous voulez, en termes démographiques, en termes d'accès aux matières stratégiques, les hydrocarbures, les terres rares, etc., l'Occident a déjà perdu. C'est pour ça qu'il est absolument vital, mais vraiment, si on pense à la prochaine génération, si on pense à nos enfants, à nos petits-enfants, que la France sorte de l'Union européenne et renoue avec cette politique dont je parlais tout à l'heure de Charles de Gaulle, pour avoir des relations de confiance, d'amitié et de co-développement avec les pays d'Afrique, les pays du monde arabe, la Chine, la Russie, pour avoir justement un accès à ces matières premières qui nous manqueront et nous serons livrés à des prix tout à fait compétitifs. Et ceci aura également pour mérite de faire se développer l'Afrique, donc de diminuer les pressions démographiques sur le monde occidental. Parce que moi, je suis de ceux qui souhaitent que la France conserve son identité culturelle et nationale, mais il faut avoir... Qu'est-ce qu'on fait face à la situation actuelle ? On reboucle sur la question de l'immigration. Il faut absolument avoir cette hauteur de vue. Ça n'est pas en nous enfermant dans une prison sous domination américaine qu'on y arrivera. Là, on va tout droit
vers la guerre. Guerre vis-à-vis des migrants, vis-à-vis des peuples en explosion démographique. Guerre vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine. Est-ce que c'est vraiment ça l'avenir de la France? Je suis persuadé du contraire. Merci beaucoup François Asselineau pour ce brillant entretien, comme d'habitude. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que si vous voulez battre le record inégalé de 870 000 vues, il faut dès à présent que vous fassiez les petits gestes habituels, le pouce en l'air, le commentaire auquel je réponds en principe, et puis évidemment le partage à toutes vos connaissances. Objectivement, c'était une heure plutôt intéressante, je crois. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine avec, je vous l'ai dit, Sylvain Ferreira. À bientôt.